Moïse Katumbi a-t-il le droit de rentrer librement en République démocratique du Congo? C'est la question à 1 million d'euros. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale congolaise, a pour sa part recommandé au président Joseph Kabila Kabange d'autoriser l'opposant en exil à rentrer en homme libre. Dans un rapport confidentiel rendu au chef de l'État, les évêques sont allés jusqu'à qualifier sa condamnation en justice de mascarade. Pour rappel, ce rapport a été établi à l'issue d'une enquête menée par la CENCO alors qu'elle conduisait la médiation entre pouvoir et opposition, ayant abouti à la signature le 31 décembre de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, censé sortir le pays de la crise politique née du maintien au pouvoir du président Kabila au-delà du terme de son mandat qui a échu le 20 décembre. L'ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle censée se tenir d'ici fin 2017, est, faut-il le rappeler, condamné dans une affaire de spoliation foncière à 3 ans de prison ferme et est en attente de comparution dans une autre pour recrutement de mercenaires. Qu'attend concrètement la CENCO du président Kabila? Que doit faire le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange? Quelle lecture faire du rapport des évêques de la CENCO? Et quelle stratégie doit adopter l'opposant Moïse Katumbi? Autant de questions qui serviront de trame à notre débat du jour sur Angle de vue, votre émission qui autorise l'analyse des faits marquants sur le continent africain. République démocratique du Congo, rapport de la CENCO sur le cas Moïse Katumbi. Pour quelle stratégie de la majorité en vue de la décrispation du climat politique? Ce sera notre débat du jour. Nos invités sont plus tardés. D'abord, Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Oronla, bonjour. Bonjour, Johannes. Face à vous, aujourd'hui, Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Alors, sur 29 pages, la commission épiscopale ad hoc sur la décrispation politique en RD Congo, en abrégé CEDP, revient sur les cas emblématiques des deux opposants congolais, Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyombo. Le rapport a été transmis, messieurs, le 29 mars au président Kabila. Coach Patrick Armand-Poyon, d'abord, votre avis sur le rôle de la CENCO au plus fort de la crise politique qui prévaut en RD Congo. Vous savez, dans nos pays où nous avons du mal à trouver des personnes de référence pour nous aider à gérer les crises, qu'on le veuille ou non, l'Église catholique joue un rôle important, ayant à sa tête un pape très respecté dans le monde et dont le point de vue compte beaucoup. Un rôle qui n'est pas aisé. C'est vrai qu'on peut dire, bon, est-ce que l'Église ne supporte pas trop l'opposition? Est-ce que l'Église ne supporte pas trop ceci? Mais dans tous les cas, l'Église a un rôle à jouer. L'autre chose, c'est que ce soit des évêques, que ce soit des prêtres, que ce soit des hommes de Dieu, ils sont des êtres d'émotion. Et donc, si un camp commence pas à leur manquer de respect, c'est normal que les émotions puissent les amener à privilégier un autre camp. Donc, dans tous les cas, c'est un rôle utile, c'est un rôle qui fait son effet, parce que si il n'y a plus de médiateur, ça devient affrontement, et il faut toujours avoir un médiateur bon ou mauvais. Alors, Maître Alain, la CENCO plaide pour le retrait de la décision d'arrestation immédiate de Moïse Katumbi. Est-ce que cette demande est légitime au vu des éléments du dossier dont vous avez assurément eu connaissance? À tout point de vue, cette requête est légitime parce que nous nageons en plein dans l'arbitraire et dans l'abus de pouvoir. On n'a pas attendu le rapport confidentiel, mais connu de tous, de la CENCO, connu de toutes les rédactions, pour dénoncer la mascarade qui a été organisée autour du soi-disant procès de Moïse Katumbi, qui est arrivé fort opportunément, qui a été rendu public et expédié par un juge aujourd'hui en exil qui dit toutes les pressions qu'elle a subies pour rendre... Qu'elle aurait subi pour rendre cette décision totalement inique et contre le droit, contre la raison. Parce qu'en matière de spoliation immobilière, soi-disant, il faut déjà établir que Moïse Katumbi est le propriétaire de l'immeuble querellé. Or, il y a déjà une contestation à ce niveau, puisque son frère KTB Katoto revendique cette propriété que Moïse Katumbi n'a jamais revendiquée. Donc, il manque un élément déterminant déjà pour aller dans le champ du procès. Par ailleurs, c'est des affaires dans lesquelles les délais de prescription sont très courts. Dans notre pays, par exemple, cette infraction
est prescrite. Oui, au Bénin, est prescrite au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'après 3 ans, après les faits supposés, il n'y a plus moyen de poursuivre. Et je pense que c'est le même délai de prescription dans la législation congolaise. Personne ne s'est interrogé sur la question, personne ne s'en est ému. Et enfin, dans le fond, on voit qu'il s'agit d'une condamnation totalement inique, puisque si spoliation d'immeubles il y a, le véritable propriétaire serait réintégré dans son droit de propriété, et donc ce qui n'appelle plus une condamnation exorbitante comme celle qui a été prononcée à l'encontre de Moïse Katumbi. Donc c'est totalement normal et légitime que l'on demande, que dis-je, que l'on exige le retrait de cette menace d'arrestation de ce citoyen congolais qui a été gouverneur de l'Est-Katanga, et je crois que la SENCO est parfaitement dans son rôle de médiateur. On ne dira même pas médiateur par défaut, puisque la médiation de l'Église n'est pas nouvelle. Elle a été au Congo inspirée de notre expérience au Bénin, où la conférence nationale a été conduite sous la direction d'un homme d'église, et que le Congo avait imité avec Monseigneur Moussengo qui a présidé aux travaux de leur conférence, et donc c'est devenu tradition. L'Église conduit les médiations parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Alors, coach Patrick Armand-Pouillon, au vu des analyses de Maître Alain Onla, est-ce que vous avez le sentiment aussi que, eh ben, on aurait dû ne pas condamner ou on devrait autoriser Moïse Katumbi à rentrer en homme libre au Congo? Ah non, parce que Maître fait une analyse d'avocat. Et non, moi je fais une analyse de stratège. Le président a utilisé les armes qu'il avait pour mettre hors d'état de nuire un opposant politique. Et ça dit que s'il faut intégrer les choses comme ça. Maintenant, on ne peut, c'est-à-dire le président Kabila ne peut donner suite favorable à cette requête que s'il a le dos au mur et qu'en le faisant, il peut faire mesure d'apaisement. Or, vous savez qu'en ce moment au Congo, la situation n'est pas favorable à l'opposition. Avec le retour de Katumbi, la situation risque d'être favorable à l'opposition. En stratégie politique, on ne donne pas à l'adversaire les moyens de te nuire à toi-même. Donc, nous sommes dans une situation où si les rapports de force n'obligent pas le président à faire ce que la SENCO a demandé, il ne faut pas espérer qu'il puisse donner une suite dans ce sens. Dans ce sens. Alors, Maître Alain Onla, les délégués de la majorité ne sont pas parmi ceux qui ont mandaté les évêques afin de recueillir des informations pouvant permettre d'obtenir la liberté pour les opposants, notamment Katumbi et Jean-Claude Muyombo. Le chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle, est-ce qu'il doit être tenu par ce rapport? Écoutez, le chef de l'État congolais est quelqu'un qui ne tient pas parole et qui ne respecte rien. Je veux dire, la Constitution... Vos propos sont forts. Mais ils sont exacts. C'est les seuls mots que les Français ont inventés pour décrire la réalité. Je pense même que je suis dans l'euphémisme. La première violation, c'est déjà le non-respect de la Constitution. Ça s'appelle haute trahison, mais la classe politique congolaise a décidé de faire le dos rond pour aller vers des négociations. Bien, on a accepté la médiation de la SENCO. À partir de là, on n'a plus à donner un mandat spécial pour aller négocier ci ou ça. Dès lors qu'on a accepté la médiation de l'épiscopat, et on n'avait pas d'autre choix que de l'accepter, puisqu'on était déjà dans la violation, la SENCO a plénitude de compétences et de juridiction pour aller dans tous les champs possibles pour parvenir à une alternance pacifique. Et l'exigence ou la requête ou la doléance du retour de Moïse Katumbi n'est pas une requête nouvelle. Ça fait partie d'ailleurs des préalables qui avaient été posés par l'opposition pour aller à la table de négociation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un chapitre décrispation de l'espace politique par la remise en liberté de ceux qui avaient été injustement interpellés et appréhendés sous des prétextes fallacieux. Alors, j'ai entendu le coach Opoyon qui est aussi dans son rôle, à savoir que tant que les stratégies peuvent permettre de nuire à l'adversaire ou de le mettre hors d'état de nuire, c'est très bien. Non, mais il y a des stratégies qui sont maladroites.
tout n'est pas permis. Je veux dire, quand on veut mettre hors d'état de nuire dans un régime démocratique, on convainc, on démontre qu'on a un meilleur programme ou qu'on est dans le raisonnable. Mais quand ça devient grotesque, eh bien, ça donne quelque chose de farfelu et d'ubuesque. Je veux dire, moi j'ai honte qu'en 2017, nous soyons encore en face de pouvoirs qui usent grossièrement de l'instrumentalisation d'une justice qui se rend ridicule. Voyez-vous, il faut trouver quelque chose. L'affaire des mercenaires, c'est déjà un peu plus subtil. Et comme ça tardait à prendre, voyez, on accuse quelqu'un d'avoir recruté des mercenaires. Bon, c'est un débat qui n'est pas facile de mener, parce qu'on peut toujours vous trouver que 1 ou 2 agents de sécurité sont des mercenaires. Mais comme la mayonnaise tardait à prendre, on crée une diversion avec une fausse affaire civile qui n'a pas grand-chose à voir avec le pénal, et on obtient la condamnation, on éloigne. C'est pas élégant. Mais bon, l'élégance n'est plus à la mode, et les méthodes utilisées ne sont pas forcément légitimes, même si elles permettent de gagner. Donc je pense que on n'a même pas à supplier le président Kabila. On est dans cette position tout simplement parce que les leaders de l'opposition ne sont pas solidaires, ils sont fébriles. Depuis que nous avons engagé ce débat, j'ai toujours prôné la fermeté. Ce n'est pas forcément la violence, mais c'est la fermeté. Et de rappeler au président Kabila qu'il n'est plus légitime, si tant est qu'il le fût. Il n'est plus légitime, donc il est obligé de faire des concessions et de ne pas donner l'impression ostensible de confisquer le pouvoir. Alors, coach Pouyon, aujourd'hui, est-ce que la liberté ou relax de Moïse Katumbi ne va quand même pas participer de la décrispation du climat politique? Le problème, c'est que le président Kabila ne veut pas décrisper le climat politique. Parce que Maître disait, dans un régime démocratique, le Congo n'a jamais été un régime démocratique. Donc, c'est ça le problème. Nous sommes dans une situation où décrispation veut dire échec pour Kabila. Il ne gagne pas avec ce qu'il est en train de faire. Mais décrispation veut dire échec. Et donc, tant qu'on n'a pas... Vous voyez, la communauté internationale a adopté une fermeté qui n'est pas bonne. Ils se sont positionnés en opposant du président Kabila. Résultat, il n'a plus quelqu'un pour l'aider quand même à gagner ne serait-ce que quelque chose en partant. Parce que la communauté internationale est contre lui, la communauté nationale est contre lui. Il faut trouver un médiateur. La CENCO ne peut plus. Il faut trouver, si le pape même doit rentrer en jeu, il faut qu'il rentre en jeu pour dire la vérité à Kabila en termes de oui, je comprends ta situation. Parce qu'on demande à Kabila de comprendre, mais personne ne veut comprendre qu'il a déjà franchi le Rubicon. Il est déjà arrivé à un point où si on ne l'aide pas, il est en train de se suicider au pouvoir en ce moment. Donc il faut trouver un médiateur. Ça peut être le pape, ça peut être la Russie, ça peut être... Il faut trouver un médiateur qu'il respecte, qui peut être une bouée de sauvetage pour lui, pour sortir par le rôle. Sinon là, il est embarqué dedans, il est carrément... Il n'y a pas de porte de sortie honorable pour lui en ce moment. Alors, Maître Alain Rolla, quand on dit décrispation du climat politique, est-ce qu'on n'est quand même pas en train de bafouer les règles de procédure, parce qu'il y a eu condamnation. Procès unique ou non, il y a eu condamnation. Est-ce qu'on n'est quand même pas en train de s'amuser avec la justice? Mais ceux qui s'amusent avec la justice sont ceux qui sont au pouvoir. Parce que n'oubliez pas le rôle néfaste qu'a joué le chef des renseignements. Il paraît que c'est lui qui donne des ordres au procureur, etc. etc. Ce n'est pas Katumbi qui instrumentalise la justice. C'est ceux qui sont au pouvoir. Alors on parle de main invisible. C'est que les procureurs sont sous la subordination du gouvernement. Donc on crée l'affaire, on fabrique. Le grec, le Stopis, est un ami du chef des renseignements donc de l'État congolais qui met la pression au juge. Les témoignages sont concordants. Donc ce sont eux qui s'amusent avec la justice. Mais vous prenez ce dossier, vous le confiez au tout nouveau magistrat qui vient de sortir de l'école, c'est un cas d'école, il prend ce dossier, il n'y a rien de pénal dans cette affaire. Je veux dire que l'instrumentalisation est même grotesque. Voyez-vous, ce n'est pas une affaire qui permette d'aller vers ces excès, et pourtant on le fait. Nous sommes en République démocratique du Congo. Alors quand on dit que la justice s'est prononcée, mais renvoyez devant une juridiction libre, sans pression, en appel, et vous verrez comment cette condamnation va tomber. Si le gouvernement est sûr de son fait, mais qu'il lève
la mesure de privation de liberté et que Katumbi rentre libre et fasse face à cette justice publique, transparente, et vous verrez ce qui se passera. Non, c'est tout simplement un subterfuge politique pour écarter le seul opposant en mesure de faire bonne figure face au président Kabila. Et quand le coach parle de fermeté de la communauté internationale, non, c'est vrai que la communauté internationale est ferme dans le discours qui est tenu, à savoir que l'alternance devra avoir lieu. Mais il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de fermeté dans les mesures. Il n'y a pas une détermination à le faire partir, sinon il serait déjà parti d'une manière ou d'une autre. Donc on attend que la chose soit mûre, mais là où je partage l'analyse du coach Bouillon, c'est qu'il s'agit effectivement d'un suicide. C'est-à-dire qu'il est dans un schéma de non-retour, voyez-vous, et il a la tâche facile, tout au moins en apparence, parce qu'il n'y a personne en face. On dirait même que la nature l'aide, puisque celui qui pouvait parler, qui n'avait plus rien à perdre non plus, passé de vie à trépas. Vous voulez parler d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. La succession, pour ne pas le désigner, et la succession peine aussi à se mettre en place parce que ce n'est pas évident de trouver quelqu'un de déterminé et de déterminant en face du président Kabila. Alors, s'il veut qu'on lui donne une porte de secours, ben, il faut qu'il demande lui aussi. C'est vrai qu'on est dans une situation très ambiguë pour lui, mais c'est parce qu'il l'a facile que ça se poursuit. Et tant qu'on sera dans le discours et dans la phraséologie, tant que les responsables politiques ne vont pas, de l'opposition, ne vont pas démontrer une détermination à en découdre avec lui, mais on sera toujours en train de débattre toutes les semaines et en train de décrypter les errements de cette opposition qui peine à s'organiser. Alors, coach Patrick Amon-Poyon, on sait que la popularité de Moïse Katumbi reste intacte en RD et Congo. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une deuxième affaire, l'affaire des mercenaires qui peut ressurgir à tout moment. Est-ce que aujourd'hui les évêques sont allés jusqu'à qualifier les deux procès de mascarade? Ils ont été dans leurs investigations, ils ont pu démontrer, puisque c'était une commission dans laquelle il y avait un magistrat, il y avait, je crois, 4 ou 5 évêques tout au moins, et ils ont été aussi bien à Lubumbashi qu'à Paris, ils ont été en Belgique aussi, et si je ne m'abuse, c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Est-ce que aujourd'hui, les évêques sont taxés d'être pro-opposition? C'est le procès qui leur est fait aujourd'hui. Déjà, il faut vérifier qui a sorti le rapport. Qui a sorti le rapport. Si c'est les évêques qui ont sorti un rapport confidentiel dans la presse, on peut les taxer de ça. Mais le régime peut sortir le rapport pour pouvoir montrer que les évêques sont d'un côté. La presse ne va jamais divulguer sa source. Non, je dis, bon, c'est une façon de parler. C'est pour dire qu'en réalité, on ne peut pas dire aujourd'hui que la CENCO supporte l'opposition. Parce que n'oubliez pas, la CENCO est en train de calmer l'opposition. Donc, il faut aussi donner un gage à l'opposition du fait qu'on les empêche d'utiliser la violence. Donc, vous ne pouvez pas les empêcher d'utiliser la violence et ne pas dire la vérité en leur faveur quand la vérité est là. Donc, il faut aussi tenir compte de ces réalités que la CENCO gère. Parce que, vous savez, ce n'est pas des enfants de cœur. Et ne pensez pas que c'est l'église congolaise. Non, non, c'est le Vatican qui est en train de gérer ce dossier. Vous allez constater que quand ça carbure, ils vont voir le pape pour recevoir des instructions parce que ça les dépasse. C'est un dossier qui les dépasse. Je suis sûr que le Vatican a dû envoyer des diplomates aguerris pour pouvoir les aider. Il y en a qui sont sur place. Voilà, pour pouvoir les aider. Donc, au fait, Kabila s'amuse avec beaucoup de choses. Il n'y a pas de grand dans ce monde aujourd'hui qui résiste au pape François. Ça veut dire qu'il arrivera un jour où la patience va avoir des limites. Kabila, l'Angola a retiré ses soldats déjà. Et donc, vous voyez, ça va commencer comme ça, où tous ses soutiens vont commencer par lâcher, mais il faut l'aider. Il faut envoyer quelqu'un en qui il a confiance. Nous avons vu ça en Gambie, quand on dit « Yaya Jammeh ne partira pas », on a envoyé quelqu'un qui a pu lui parler et lui montrer qu'il est de son côté, et ça finit par se faire. Je voudrais aussi dire, parce que je sais que les Congolais nous écoutent, et le régime aussi, de ne pas oublier Mamadou Tandja. De ne pas oublier Mamadou Tandja. De ne pas oublier Blaise Compaoré, de ne pas oublier ces situations-là. Parce que s'ils oublient ces situations-là,
ils vont continuer dans cette situation suicidaire. J'ai été surpris de constater que dès que Mamadou Tandja est tombé, il n'y a plus personne. Et parmi ceux qui disaient à la télé, sans Tandja, il n'y a rien, tous ceux-là disent c'était sous pression. J'irai plus loin. Le jour du coup d'État de Mamadou Tandja, il y avait plusieurs coups d'État le même jour en préparation. Et un général d'armée ne sait pas. Vous voyez comment le pouvoir peut nous amener à ne plus avoir les réflexes de militaires. Un général d'armée ne sait pas que dans son pays, il y a 3 à 4 coups d'État en préparation le même jour. Et c'est le premier qui a pris. Donc c'est pour dire que Kabila, il profite, je crois, parce que Maître disait tout à l'heure que la communauté internationale est ferme, mais pas dans les actes. En fait, Kabila profite de quoi? Si ce pays s'embrase, c'est un problème pour tout le monde. Donc les gens ont peur d'aller de front avec lui au risque qu'il crée une pagaille avant de partir. Voilà pourquoi la communauté internationale chauffe du chaud et du froid. Voilà, votre avis est clair, même s'il faut le rappeler, on n'appelle pas l'insurrection. Maître Alain Orunla. Je voudrais rapidement avec vous revenir sur le cas de la Senko. On l'a taxé d'être pro-rassemblement, puisque la Senko avait dit ne reconnaître que le rassemblement Tshisekedi Félix dans les accords. L'accord de la Saint-Sylvestre dit clairement des crispations du climat politique. Aujourd'hui, la majorité présidentielle dit clairement que le président Kabila n'a même pas à connaître des conclusions de ce rapport-là. Ce sont les propos du ministre de la Communication, Lambert Mende, qui dit que on ne doit rendre ce rapport-là peut-être qu'au magistrat, que le président Kabila n'a même pas à connaître de ce rapport-là. Aujourd'hui, on est dans une situation où la Senko est récusée et passée au vitriol, si vous voulez, par la majorité présidentielle à chaque point de presse. Joseph Olenga Koya a été jusqu'à les qualifier de parti politique, d'opposition. Donc on est dans un climat aujourd'hui où la Senko n'est reconnue ou n'est adoubée que par l'aile Félix Tshisekedi. Tout se dit autour de ça. C'est vrai que l'Église congolaise est proche de Tshisekedi. Je crois que c'est d'ailleurs la seule qui était en mesure de mettre l'UDPS en confiance pour aller vers l'État. Et il y a un de ses frères est prélat aussi, il faut le rappeler. Je sais pas si, je sais pas si c'est cette fraternité qui crée la proximité, mais je vais dire que il y a une obédience et une obéissance qui mettent en confiance Tshisekedi. L'État ou le chef de l'État congolais en a bien conscience. Cependant qu'il a accepté le rôle joué par l'épiscopat. Donc, dans les fondamentaux, tout le monde est à la bonne place. Il n'y a aucun souci. Maintenant, je crois que le président Kabila n'a que des concessions à faire dès lors que le principe de son métier au pouvoir a été entériné. Parce que c'est quand même le nœud du problème. C'est quand même l'ambition qui est la sienne. Et tout ce qui se fait n'est pas assez pour mettre l'opposition en confiance. Voyez-vous? Or, il ne cède sur rien. La Senko aujourd'hui peut être vilipendée par des turiféraires. Mende, il est dans son rôle. Moi, je lui fais un clin d'œil pour lui rappeler que dans ce pays, il y eut un ministre de la Communication qu'on appelait Sakombi Ilunga, qui était ministre de l'Information du président Mobutu, qui parlait beaucoup tant que le président Mobutu était en place, mais quand il a été renversé, il a totalement changé sa perception des faits en disant « nous étions tous sous pression, nous, voilà, etc. » Donc, un ministre de la Communication congolais, on a des précédents, ça parle beaucoup, et ça raille, évidemment, pour fragiliser la légitimité de la Senko. Moi, je pense que la Senko n'en fait même pas assez. Je pense qu'il y a trop de diplomatie, qu'il y a trop de concessions, qu'il y a trop de complaisance. L'accord de la Saint-Sylvestre a été accepté de tous. Le président Kabila a signé. Qu'est-ce qui a été mis en application? Rien du tout. Même pas le début de la première résolution. Et on trouve que ce n'est pas au chef de l'État, que comme si le président Kabila était encore légitime. Il n'est pas légitime. On a déjà, et moi je n'ai pas peur des mots, on a déjà basculé dans la délinquance constitutionnelle. Donc, la délinquance constitutionnelle qu'on essaye de rattraper par des arrangements politiques, il y a même des accords
qu'on qualifie d'arrangement. Mais le président Kabila n'arrange rien. Ses partisans n'arrangent rien. Ils ne cèdent sur rien. Ils exigent tout parce qu'ils ont le champ facile. Bon, maintenant, si ça, c'est ce que veut le peuple congolais, puisque quand le peuple ne veut pas de quelque chose, il y met un terme. Je ne sais pas si c'est le peuple qu'on doit voir dans l'avènement au pouvoir du président Kabila père. Je vous ai dit, ça s'est réglé à coups d'armes. Kabila père a arraché le pouvoir par les armes. Kabila fils a arraché le pouvoir par une arme, celle qui a exécuté son père. Donc, je ne pense pas que ce soit des personnalités capables de comprendre qu'il y a une limite à tout et qu'il faut laisser la place quand on n'est plus désiré. Mais bon, c'est accepté par la classe politique de l'opposition, dont je comprends les difficultés, mais qui a quand même les moyens de renverser la tendance et qui ne fait pas grand-chose, à ma connaissance, pour que les débats soient équilibrés. Il n'y a pas de preuve que Kabila fils ait arraché le pouvoir par une arme. Je n'ai pas dit que c'est lui-même qui l'a fait, mais son père a quand même été exécuté et c'est après l'exécution de son père qu'il a pris le pouvoir. Ce n'était pas par des élections. Absolument, mais bon, la responsabilité ne peut pas lui être imputée. Ah, mais moi, je n'ai imputé la responsabilité à personne. J'ai vu qui a pu bénéficier de cette exécution. Et dans notre travail, il y a les coupables et il y a ceux à qui profite le crime. Alors, le crime a eu lieu, il y en a un qui en a profité, c'est ce que je constate. Maître Patrick Armand-Poyon, vous avez suivi aussi dans cette affaire, et ce n'est pas que Moïse Katumbi, il y a aussi un autre opposant, Jean-Claude Mouyombo, qui a été ministre, un avocat d'affaires qui a fait prospère, très prospère, pas notre cas, et qui aujourd'hui se retrouve dans la même situation, toujours avec des immeubles du même grec Stoupis. Lui aussi a été condamné à 5 ans de prison ferme. Est-ce que nous sommes dans le même schéma que le schéma Katumbi, ou il y a autre chose qui se cache en dessous? Non, quand on prend la démonstration du droit, nous sommes dans le même cas, puisque d'abord c'est une affaire civile, ensuite c'est une affaire qui date de longtemps et tout ça, et puis bon, ceux qui condamnent disent eux-mêmes qu'on leur a mis la pression pour condamner. Donc je crois que sur ce plan-là, même Kabila même sait, c'est-à-dire que le régime sait que ça a été organisé pour se débarrasser d'opposants dangereux. Mais que doit faire aujourd'hui le président Kabila pour pacifier le pays? Parce que, au-delà de tout ce que nous disons sur nos plateaux d'habitude par rapport aux faits marquants de l'actualité sur le continent, nous n'appelons qu'à ce que des personnes qui ne se parlent pas puissent se parler et trouvent des compromis de façon à pacifier davantage les peuples et à permettre aux populations de pouvoir tirer quelques profits des mannes des pays. Parce que la RD Congo, il faut le rappeler. Je vais reformuler la question pour être plus efficace. Allez-y. Que doit faire le président Kabila pour sauver sa tête? Parce que si vous dites pour pacifier, ça ne l'intéresse pas de pacifier. Mais si vous lui dites, c'est un gars qui est là pour ses intérêts. Alors, posons les problèmes en termes de ses intérêts et nous serons utiles. Le président Kabila doit comprendre qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est à la Cour pénale internationale. Amara ici est député à l'Assemblée nationale. Il est à la Cour pénale internationale. Beaucoup de ses collaborateurs hier, qui étaient porte-parole de ceci et choses-là, sont aujourd'hui libres. Mamadou Koulibaly est libre aujourd'hui à Abidjan. Donc, il faut qu'ils comprennent que, parce que dans ce cas, je me rends compte que les collaborateurs du chef d'État parlent très vite. Très vite, ils insultent tout le monde pour créer la guéguerre entre lui et ces gens-là. Mais aujourd'hui, la Senko aide plus le président Kabila qu'il n'aide l'opposition. Les gens ne comprennent pas. Mon père m'a dit, lorsque vous êtes habité sur un terrain de football et qu'il y a un match entre Maître Ouroula et Coach Poyon, et vous voulez supporter Maître Ouroula, vous sifflez tout contre Coach Poyon jusqu'au moment où vous donnez un pénalty à Maître Ouroula. C'est-à-dire vous sifflez tout contre Maître Ouroula et le public se dit mais il est contre Maître Ouroula, il est contre Maître Ouroula. Et puis vous lui donnez un pénalty, il marque le pénalty. Et c'est décisif. Donc, en réalité, la Senko est plus en train d'aider le président Kabila en faisant en sorte que l'opposition soit toujours sous l'autorité de la Senko, afin qu'il n'y ait pas sous contrôle, afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais le président Kabila doit comprendre que la patience a des limites. Et qu'à un moment donné, le pape François n'est pas du genre à se laisser piétiner tout le temps. Il finira par parler. Et s'il parle,
je suis sûr que la pression et de la communauté internationale et de la communauté nationale sera insupportable pour lui. Pendant qu'il y a ce qu'on appelle en stratégie l'art du retournement des situations. On a demandé à Lissouba de négocier, il a refusé. 1 heure de temps après, l'Angola est rentré en guerre à côté de Sassou Nguesso, il a dû fuir. On a demandé à Mobutu de négocier. Il a refusé. Quelques heures après, il a perdu le pouvoir. Il faut que les gens comprennent que même s'ils ont toute la situation en main, il y a là du retournement des situations qui sait qu'on ne sait jamais quand est-ce que la situation va tourner. Il est aujourd'hui en mesure d'être plus que même la Senko en se mettant au-dessus de la mêlée et en faisant en sorte qu'on sorte par le haut de cette situation. Le président Kabila a intérêt à sortir le Congo de cette situation. Un conseil au président Joseph Kabila. Je ne dirais pas mieux. Tout le temps, c'est vrai que les actes qui sont posés sont insupportables, incompréhensibles pour les démocrates, mais le président Kabila ne s'est jamais vanté d'être un démocrate, mais c'est quand même un homme intelligent. Et il faut qu'il comprenne que même si ce n'est pas tout le peuple qui réclame, ses anciens alliés, ses anciens complices se sont tous retournés contre lui les uns après les autres. Parce que les personnalités dont nous parlons, Katumbi, c'était pas un bébé démocrate. Il était aux côtés du président Kabila. Grand soutien. Grand soutien. Il s'en est allé. Caméré, il était avec lui. Caméré a été Premier ministre notamment. Kamitatou, tout le monde était avec lui. Et les gens s'en vont les uns après les autres. Qu'il regarde en arrière, même s'il n'était pas né, le président Mobutu, parce que c'est celui qui a marqué le Zaïre devenu Congo, avait tous ses alliés. Quand je vois par exemple le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, aujourd'hui au service du président Kabila, écoutez, celui-là c'était un grand commis et un complice du président Mobutu. Il a été ministre des Finances, je crois. Ils ont découpé les billets ensemble. Les planches se promenaient dans les villas. Il n'y a pas de preuve. Si. Non, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Je ferai face à toutes sortes de procès. Ça existait. Les images sont là. Ils ont découpé dans les villas du village du président Mobutu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc aujourd'hui, il est président du Sénat sous la présidence de Kabila. Donc ça veut dire que les dirigeants passent. Et tant qu'ils sont au pouvoir, ils ont des laudateurs, mais quand ils disparaissent, les autres se repositionnent. Les dirigeants passent, les collaborateurs sont toujours dans le circuit. Donc, effectivement, il faut rassurer le président Kabila, et c'est à son intelligence que je suis en train de parler. Il est jeune pour quitter le pouvoir, pense-t-il. Mais il peut très bien s'offrir une retraite et même une métamorphose. On l'a fait au Bénin. Le président Kérékou a été sorti de force, il est revenu 5 ans plus tard. Et je pense qu'il grandirait à chercher des garanties et à lâcher ses laudateurs pour mieux revenir. S'il fait le geste, il n'y a que lui pour le faire, peut-être que dans 5 ou 10 ans, il reviendra diriger le Congo pour le plus longtemps possible. Donc, il ne faut pas que la course du présent empêche de voir ce qui peut se passer dans l'avenir. Et l'avenir, ça peut basculer à tout instant. Les plus puissants de ce monde ont perdu. Ceausescu a été exécuté. Ceausescu, tout puissant, avec une police politique redoutable, implacable, a été pris. Tout le monde y passe, un jour ou l'autre. Donc, un seul homme, même un régime, ne peut jamais être plus fort que tout le peuple et que toute la communauté nationale, internationale. Donc, moi, je prie le président de la République du Congo à une véritable introspection et à devenir grand en regardant loin devant plutôt qu'en regardant les intérêts immédiats de son entourage, plus que les siens propres d'ailleurs. Alors, Patrick Amanpoyon, je voudrais que nous parlions aussi de l'arrangement particulier, notamment la nomination du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, quelqu'un à qui aujourd'hui l'UDPS, elle, Félix Tshisekedi, dénie le droit d'être membre du parti et membre de l'opposition. Est-ce que c'est un discours qui peut être cohérent? Je rappelle que Bruno Tshibala a fait toutes ses classes, toute sa vie aux côtés d'Étienne Tshisekedi, toute sa vie politique du moins. Ce monsieur a été embastillé, il a été torturé, il n'a dû son salut qu'aux exigences de Étienne Tshisekedi père et n'a été libéré
qu'en novembre 2016. Aujourd'hui, l'UDPS lui dénie le droit d'être membre du parti ou de pouvoir participer à un gouvernement avec le président Kabila. Est-ce que nous ne sommes pas en train de régler des querelles de personnes pendant que l'essentiel est ailleurs? Sa nomination déjà est une querelle de personnes. Puisque l'accord dit que c'est le rassemblement qui envoie quelqu'un. Et le rassemblement ne l'a pas envoyé, même s'il est membre du rassemblement. Donc, et la CENCO a été claire là-dessus, que la nomination du Premier ministre n'est pas conforme aux accords. Donc, je crois que sur ce plan, il n'y a pas match. Oui, je voudrais dire deux choses. La première, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, je voudrais dire au ministre de la Communication du Congo et à tous les ministres de la Communication dans le monde qu'en réalité, l'insulte n'est pas une arme politique. Les alliés d'aujourd'hui peuvent être des adversaires demain et les adversaires d'aujourd'hui peuvent être des alliés demain. Parce que insulter à tort et à travers la CENCO ne rend pas service au président Kabila. Et donc, et ça je le dis à tous les ministres de la communication dans le monde, aujourd'hui en termes de communication politique, l'insulte, la manipulation, la soumission, l'agressivité sont des armes de bas étage de quelqu'un qui n'a plus de pouvoir et qui est en train de se débattre pour pouvoir s'en sortir. Première chose. Deuxième chose, il faut que la communauté internationale n'oublie pas que Kabila peut être simplement en train de faire ce jeu parce que lui-même, sa sécurité n'est pas garantie s'il s'engage à partir. Donc, il faut que... C'est-à-dire que l'Union africaine peut intervenir dans ce dossier en faisant appel à des gens, parce qu'il a fait des tentatives. Il est en train de faire des tentatives en Russie, il est en train de faire des tentatives aux États-Unis pour trouver le soutien de Trump ou le soutien de choses là. L'Union africaine peut le prendre de vitesse en demandant officiellement à ces gens-là, en qui lui-même il a confiance, d'aller lui parler, d'aller le voir, d'aller discuter avec lui, de trouver pas un accord sur 1 an, sur 2 ans. Comment? Qu'est-ce qu'on lui accorde tout de suite pour partir tout de suite, là, tout de suite. Il faut que nous perdons du temps inutilement dans un mois, non. Les élections sont parties pour durer longtemps si on continue ce jeu de ping-pong. Et ça rejoint cette affaire de nomination du Premier ministre qui est fait simplement pour gagner du temps, pour mélanger encore les cartes et tout ça. Je crois qu'il faut discuter avec le président Kabila des conditions dans lesquelles il accepte de partir là, maintenant, tout de suite, afin qu'on trouve une transition digne de ce nom pour que le taux... Parce que si on fait ce jeu de ping-pong jusqu'à la fin, nous allons encore élire un président par défaut. Or, si on négocie avec le président Kabila et il se retire et le jeu devient ouvert et démocratique, on pourra véritablement enfin élire un président démocratiquement élu au Congo. Donc, que les gens oublient les orgueils, les points de vue, les émotions et tout ça, et qu'on aille avec des personnes capables de faire infléchir la position du monsieur. Vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui, le président russe ne peut pas se déplacer personnellement à Kinshasa et ne pas obtenir un accord. Trump ne peut pas se déplacer personnellement à Kinshasa et ne pas obtenir un accord. Il faut sortir les grandes cartes et trancher cette affaire une fois pour toutes. Je ne vous poserai pas la même question parce que je connais votre avis là-dessus. Maître Aléon, là, je vais vous demander votre avis par rapport à une autre affaire qui est en train de faire la une. C'est la révélation d'un contrat qui lie la RD Congo à une compagnie israélienne censée plaider sa cause auprès des autorités américaines. Vous avez lu les termes du contrat? Non, je n'ai pas vu le contrat, mais j'ai vu les commentaires qu'il y a autour. Et finalement, vous me posez la même question. C'est dans le prolongement de ce que dit le coach Pognon, ça s'appelle une demande d'aide. Voilà, ça veut dire que le président Kabila est quand même conscient de ce qu'il ne peut pas résoudre seul ce problème et que d'une manière délicate, c'est vrai que c'est aux frais encore de la République démocratique du Congo, dont les millions de dollars sont distribués à des gens supposés faire quelque chose, mais ils n'y arriveront pas. Mais ce que je vois, c'est un appel au secours pour qu'on se penche véritablement sur ce qui peut lui faire peur, sa survie, tout simplement, sa sécurité après le pouvoir. Et je crois qu'il faut saisir cette opportunité pour le mettre en confiance et lui garantir effectivement on va dire, une amnistie, entre guillemets, parce que il sait pourquoi il peut craindre. Mais je pense qu'il est temps que les Africains aussi se montrent grands, qu'on sache tourner la page sans forcément rentrer dans des querelles de personnes. Mais je voudrais revenir aussi sur la nomination du Premier ministre. Bon, c'est vrai que c'est une provocation de plus, c'est une diversion de plus, mais pour répondre franchement à votre question, est-ce que lui-même
il se croit en mission pour l'UDPS. S'il était en mission pour l'UDPS, il devrait comprendre qu'il n'accepterait pas ce poste. Le fait de ne pas l'accepter signifie qu'il ne se croit plus dans l'UDPS, mais qu'il est dans une aventure personnelle, certes politique. Peut-être qu'il a quelque chose de formidable à apporter au processus, mais il n'est plus en mission pour l'UDPS ou le rassemblement. Et les accords sur lesquels les signatures ont été apposées ont bien disposé, ont bien stipulé que c'est le rassemblement qui propose le ministre. Il n'y a pas d'autre clause. Alors, non, je voudrais rebondir sur cette question pour une question de pédagogie. Vous savez, nos chefs d'État africains n'arrivent pas à trouver des audiences aux États-Unis pendant pratiquement toute l'administration d'un président. Parce qu'ils pensent que les États-Unis fonctionnent comme la France, où l'ambassadeur peut négocier et obtenir une audience. Ça ne se fait pas comme ça aux États-Unis. Vous voulez rencontrer le président américain, il y a des agences de communication qui sont créées, qui ont financé sa campagne. Vous les voyez, ils vous font un contrat, vous payez et vous négociez l'audience. C'est ce que Kabila a fait. Et donc, quand Maître dit ça ne marchera pas, ce n'est pas évident pour deux raisons. La première raison, ils n'ont pas facturé l'audience, ils ont facturé le résultat. Première chose. C'est-à-dire qu'avant même de faire la facture, des coups de fil ont déjà été passés pour voir déjà est-ce qu'il peut obtenir ce qu'il demande. Première chose. Deuxième chose, c'est que vous savez que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État américain un président qui adore les présidents dictateurs, qui adore les présidents forts. Donc, tout ça là joue. Seulement, c'est que ça fera diversion encore parce que Donald Trump ne gère pratiquement rien aux États-Unis. Il fera son fanfaronnade d'un temps, mais l'administration va finir par prendre le dossier en main et on reviendra au point de départ. Donc, c'est pour dire que, je voudrais dire au président Kabila, c'est une méthode qui peut perdre du temps, mais qui ne sera pas efficace parce que le président américain, il peut faire ses tweets comme il veut, mais finalement, il revient toujours aux fondamentaux des États-Unis, qui sont que les États-Unis n'interviennent pas dans un pays où ils n'étaient pas au premier rang. C'est-à-dire, ils vont suivre ce que la Belgique va décider par rapport au Congo. C'est comme ça que les États-Unis agissent. Pour information, c'est une compagnie spécialisée dans la sécurité et les nouvelles technologies qui se retrouve à faire du lobbying aux États-Unis. Ce qui est sûr, Mer Security and Communication Systems devrait récupérer en tout et pour tout 5 575 000 $ américains couvrant une période allant du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Ils ont déjà touché 4,5 millions. Ce sera tout pour ce numéro de Angle de Vue. Vous l'avez compris, consacré à l'actualité politique en RD. Congo était sur ce plateau Maître Alain Orunla, avocat au barreau de Cotonou. C'est au Bénin. Face à lui, Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Ce sera tout donc. Merci de nous avoir suivis.